Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par Jabra et Barco dans le cadre du Rendez-vous des décideurs IT édition 2022. Dans le cadre de cette journée dédiée au workspace hybride, au lieu de travail hybride, nous allons tenter de comprendre ensemble comment les entreprises s'adaptent au quotidien pour offrir à leurs collaborateurs une expérience la plus agréable possible à distance, mais aussi bien sûr en présentiel. Et vous allez le voir, si les outils existent, les réunions ou les moments de collaboration à distance peuvent parfois mettre de côté certains collaborateurs si l'on n'a pas suffisamment anticipé tous les paramètres du workspace hybride. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés par deux experts du sujet. Samuel Chimcherian, tout d'abord, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau du Rendez-vous des décideurs IT. Vous êtes responsable des alliances pour l'Europe du Sud chez Jabra. Un mot rapide de Jabra pour ceux qui ne connaissent pas, même s'ils sont à mon avis peu nombreux dans ceux qui nous écoutent. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jabra est l'une des nombreuses marques du groupe GN, qui signifie Great Nordics, société danoise qui a plus de 150 ans d'expertise dans le domaine de l'acoustique et dont la vocation est d'améliorer le quotidien des utilisateurs par le biais du son dans plusieurs domaines. Il y a le domaine de l'entreprise avec Jabra, il y a le domaine même du gaming avec une marque qui est bien connue des gamers, qui est la marque SteelSeries. D'accord. Dans le domaine médical aussi, puisqu'on fournit des prothèses auditives pour les malentendants. Dans le domaine du terrain, j'ai presque envie de dire, pour ce qu'on appelle les cols bleus qui sont sur le terrain et qui ont des besoins bien spécifiques en termes de communication. Là, on a une marque dédiée qui s'appelle Blue Parrot. Et enfin, dans un domaine très particulier qui est le domaine militaire. Alors, GN ne fabrique pas d'armes, mais on équipe les combattants au sol parce qu'ils ont des besoins en communication qui sont très spécifiques, avec des produits qui sont endurcis. Et on va notamment les protéger des chocs acoustiques qui sont nombreux dans leur métier. Alors, là, aujourd'hui, on va parler plus de ce qui concerne le télétravail, en tout cas, la visioconférence. Et c'est effectivement pas que, mais ce qu'on voit très souvent, c'est ces casques avec micro qui permettent de réaliser des visioconférences avec justement des conditions d'entente et pour se faire entendre qui permettent une meilleure collaboration. Pour nous accompagner également donc, sur le plateau du Rendez-vous des décideurs IT, Nabil Boujri. Bonjour Nabil Boujri. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur ce plateau également. Vous êtes directeur commercial chez Barco. Et alors Barco, même chose que pour Jabra, beaucoup de gens qui nous écoutent savent ce que c'est. On n'est pas sur le casque qu'on voit sur les gens lorsqu'on fait une visioconférence. On est sur ce petit boîtier qui nous accueille généralement quand on est dans une salle de réunion et qui va faciliter la collaboration, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, Barco, c'est plus que ça. Mais un petit peu plus que ça. C'est déjà un des leaders mondiaux des systèmes de visualisation, comme les vidéoprojecteurs, les écrans LCD ou les écrans LED. On travaille aussi sur des domaines de l'éducation, de la formation, avec des solutions de classe virtuelle. Mais effectivement, on est aussi le leader mondial des outils de collaboration sans fil depuis de nombreuses années maintenant. Et on a développé effectivement le ClickShare Conférence, qui va permettre aux entreprises de mettre en place et de faire des réunions hybrides depuis n'importe quel espace de travail, avec n'importe quel ordinateur et n'importe quelle plateforme de conférence. Voilà, on vous présente tous les deux avec le produit phare des entreprises en question, ce qui permet de visualiser tout de suite, même si évidemment la gamme d'intervention est ensuite beaucoup plus large. On va commencer avec vous, Nabil Boujri. Depuis 2 ans, le télétravail s'est massivement implanté au sein des entreprises et dans les exigences des collaborateurs. Il faut le noter, effectivement. Pour autant, aujourd'hui, on ne parle plus seulement de télétravail, de travail à la maison, mais de travail hybride ou de workspace hybride. Une réalité plus large, plus générale pour les entreprises, plus complexe pour les DSI. De quoi est-ce qu'on parle concrètement, Nabil Boujri ? Tout à fait. Alors, effectivement, le travail hybride aujourd'hui, si on le dit simplement, ça consiste à faire travailler des collaborateurs qui sont à distance, en télétravail, avec des collaborateurs qui sont présents dans la salle. Et pour le coup, on ne parle plus simplement de bureaux individuels ou même de salles de réunion, on va parler d'espaces de travail, donc de workplace ou d'espaces collaboratifs. Et ce qu'on sait aujourd'hui et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces espaces de travail, ils doivent être totalement repensés pour s'adapter au mode de travail hybride. D'accord. Et ça, c'est très très important aujourd'hui. Donc repenser l'intégralité de l'espace de travail pour le mode de travail hybride. On va voir comment ça fonctionne, on va voir quels sont les risques, on va voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et surtout quels sont peut-être les points d'achoppement ou les défis pour les entreprises. Juste avant, j'ai envie de vous poser la question également, Samuel Chimcherian. Le workspace hybride, selon vous, qu'est-ce que c'est ? De quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qu'il faut expliquer aux gens qui nous regardent ? Déjà, sans vouloir paraphraser Nabil, je me retrouve complètement dans sa définition. Je dirais que le workplace hybride, le travail hybride, c'est tout simplement un mélange de télétravail et de travail au bureau. Mais si je devais ajouter quelque chose, je dirais qu'il y a un certain nombre d'habitudes de travail qui ont été mises en place, qui se sont même cristallisées.
Et toutes les métriques, toutes les études que l'on fait, et Nabil confirmera, il y a de très fortes chances qu'on ne puisse plus, on ne reviendra très probablement pas en arrière. Alors que j'ai envie de dire, ça fait que 2 ans que c'est aussi massif. Et pour autant, ce que vous dites, Samuel, et c'est peut-être ce que vous pensez également, Nabil, c'est devenu une nécessité aujourd'hui pour le collaborateur, le télétravail, ou en tout cas la possibilité de pouvoir choisir entre travailler au bureau et travailler chez soi. C'est devenu une absolue nécessité, hein, puisque nous, on le voit au travers des enquêtes que l'on mène. Le télétravail et le mode travail en mode hybride, il est plébiscité par plus de 80% des collaborateurs aujourd'hui. Donc c'est devenu réellement la pierre angulaire de la collaboration. Et on voit bien finalement que les entreprises doivent s'adapter, encore une fois, et doivent adapter leurs espaces de travail pour que les collaborateurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, en fait. Donc, un événement exogène pousse les entreprises à aller massivement vers le télétravail. Ça devient une exigence des collaborateurs, comme vous le disiez, ou en tout cas pour une large majorité d'entre eux. Samuel Chimchirian, les entreprises doivent s'adapter. Ça devient presque un prérequis, finalement, pour ces entreprises de réfléchir en mode télétravail ou workspace hybride, travail hybride. Alors, ça devient effectivement un prérequis. On sait aussi que, comme le disait Nabil, la plupart des employés veulent aller vers ce mode de travail. On sait que c'est aussi le cas des dirigeants. D'accord, oui. Oui, c'est vrai qu'on ne leur a pas demandé leur avis, mais oui, on peut en parler, bien sûr. Oui. Vous leur avez demandé leur avis, très bien. Et il y a plus de 66% des dirigeants qui, à terme, veulent adopter le travail hybride et proposer ce mode de travail. Donc on comprend bien le côté stratégique et incontournable. Et puis on sait aussi que le succès des entreprises ne se fait pas que avec la stratégie de l'entreprise et ses dirigeants, ça se fait aussi par la qualité de ses recrutements. Donc le lien est très rapide à faire, on comprend bien la dimension stratégique. Si on souhaite assurer la pérennité de l'entreprise par la qualité de ses recrutements, il faut proposer du travail hybride pour retenir ses talents et pour en attirer de nouveaux. Donc ça veut dire qu'une entreprise aujourd'hui ne peut pas passer à côté du travail hybride, même si ça implique une organisation nouvelle, des équipements nouveaux et un coût potentiel, on ne peut plus passer à côté quand on est une entreprise aujourd'hui. Tout est possible, c'est vrai que... Quand on réfléchit au travail hybride et à ce que ça implique en termes de modification de la gouvernance de l'organisation, etc., au coût aussi potentiel, parce que ça peut avoir un coût, on serait tenté de se dire pourquoi l'adopter. Mais à la formation aussi, potentiellement, de management à distance, c'est un vrai sujet. Exactement, c'est un vrai sujet. Mais disons que... Alors, je vais vous donner 2 chiffres qui parlent. J'étais coincé dans les légendaires bouchons parisiens dernièrement, et pour passer le temps, j'écoutais la radio. Et j'entendais une étude de l'APEC, qui est l'Association pour l'emploi des cadres, bien sûr, et qui disait qu'on est en train de vivre une période historique dans le sens où le taux d'emploi des cadres n'a jamais été aussi élevé. D'accord. Voilà, on a un taux d'emploi des cadres qui est d'environ 3%. Il est même en deçà de 3% dans certains secteurs, comme le secteur de la tech. Et en parallèle, cette étude met en lumière le fait qu'il y a plus d'un cadre sur 2 qui serait prêt à refuser une offre d'emploi, aussi intéressante soit-elle, si l'entreprise concernée qui fait cette offre ne propose pas de travail hybride et ou de télétravail, en tout cas une flexibilité du travail. D'accord. Donc voilà, c'est clairement devenu incontournable pour les deux chiffres qui montrent que finalement, les cadres n'ont pas de mal à trouver un emploi, donc ils sont potentiellement plus exigeants, et une de leurs exigences, c'est de pouvoir faire du télétravail. Exactement, et la pression est du côté des entreprises. D'accord, c'est aux entreprises de s'adapter, Nabil Bougeri. Oui, c'est ça. J'adhère complètement à ce que dit Samuel. En fait, on constate cet engouement là, pour le télétravail et le mode de travail hybride. Et c'est devenu surtout un vrai critère d'appréciation en fait, et de fidélisation des talents dans l'entreprise. D'accord. Oui, parce que là, on parle effectivement de l'attractivité de l'entreprise, mais il y a le sujet fidélisation pour ceux qui sont déjà, celles et ceux qui sont déjà dans l'entreprise. Et ces critères-là, finalement, ils sont devenus au moins aussi importants que la notion de salaire. D'accord. Donc on voit bien en fait que les entreprises, elles ont vraiment la nécessité de mettre en place une politique formelle de travail hybride, et puis surtout d'investir dans les équipements et dans les bons outils qui vont permettre de stimuler ce travail hybride et effectivement d'offrir beaucoup plus de flexibilité aux collaborateurs. Parce que, si je caricature, hein, mais un petit peu, ça veut dire, avant l'argument c'était le salaire, maintenant l'argument c'est peut-être de pouvoir aller travailler tous les vendredis en Normandie, mettons. Pour autant, il faut s'assurer qu'on puisse travailler, et ça ne veut pas dire que c'est la mauvaise volonté du collaborateur ou de la collaboratrice, ça veut pas pouvoir dire qu'il faut avoir les outils à disposition pour pouvoir travailler, ce qui m'amène à la question un peu que se posent tous les gens qui nous écoutent, que je pose en votre nom. Quels sont les défis auxquels font face les entreprises aujourd'hui quand il s'agit de travail hybride? Peut-être Samuel pour commencer. Je veux bien commencer avec plaisir. Ouais. C'est une vaste question. À mon avis, il y en a beaucoup, vous aurez le temps tous les deux d'en les évoquer. C'est une vaste question. On a fait une grande étude l'année dernière, dont les chiffres ont été mis à jour d'ailleurs en début d'année. Ça a été conduit sur plus de 3 continents, sur plus de 5 pays, auprès d'un panel de 5000 employés. Donc on peut parler d'une étude qui est vraiment assez significative en termes
en termes de chiffres. Et ce que ça a mis en lumière, c'est que tout le monde veut aller vers le travail hybride, mais la plupart des entreprises ne sont pas prêtes. Ça, c'est le premier défi. Selon les informations qu'on a pu récolter, il y a seuls 11% des entreprises ont commencé, je dis bien commencé, à communiquer en interne, à sonder les salariés, les collaborateurs, les ressources humaines, etc. Donc, si je comprends bien, il suffit pas d'avoir juste un téléphone portable et un PC pour pouvoir faire du travail hybride sur le long terme. C'est un bon début, mais effectivement, ça ne suffit pas. D'accord. Voilà. En tout cas, seulement... Parce que ça, les entreprises, elles l'ont aujourd'hui, mais pour autant, elles ne sont pas prêtes. Exactement. Et ça va un peu plus loin. On va le voir. Il y a seuls 20% des employés qui ont été sondés estiment que leur entreprise est prête. Et au contraire, il y a 66% des collaborateurs qui ont été interrogés qui pensent que leur entreprise doit être accompagnée. D'accord. Voilà. Donc, l'adoption du travail hybride, ça ne se fait pas dans l'improvisation, ça se prépare. Voilà, ça, c'est le premier défi. Il y a un deuxième défi qui est le défi de l'organisation, de la gouvernance, parce que quand on est dans un modèle hybride, voilà, on ne gouverne pas de la même manière, on ne pilote pas l'entreprise de la même manière. Il y a les notions de contrôle qui sont différentes, les notions de la confiance qui est accordée aux salariés. Voilà, ça c'est le deuxième défi. Et enfin, il y a un troisième défi qui est le défi des espaces. Tout à l'heure, Nabil en parlait très justement. Les espaces doivent être repensés. Disons qu'on ne reste pas à la maison et on ne va pas au bureau pour les mêmes besoins. J'ai un besoin différent si je veux aller au bureau et j'ai un besoin différent si je souhaite rester à la maison. Donc on travaille sur le pourquoi chez moi, pourquoi au bureau, quel travail je fais chez moi, quel travail je fais au bureau. Exactement. Et puis dans un modèle hybride, on ne peut pas mettre tous les collaborateurs dans un seul et même sacro-saint open space, j'ai envie de dire. Et espérer que ça fonctionne, que les gens restent productifs. Déjà parce que l'espoir, ce n'est pas une stratégie. Et puis parce que dans un modèle hybride, ça ne fonctionne tout simplement plus. Voilà. Et il y a un autre challenge, et pas des moindres. Et Nabil vous en parlera certainement mieux que moi, puisqu'il a beaucoup de chiffres sur le sujet dans son étude. Mais ça concerne les limites émotionnelles. Le télétravail fait partie intégrante du travail hybride. Et quand on est en télétravail, on a tous tendance, dès le matin, à entrer dans un tunnel de meeting. Oui, on l'a vu durant la pandémie d'ailleurs. Effectivement, on avait l'impression que dès qu'on n'était pas connecté, on ne travaillait pas. Donc on était connecté tout le temps, on était tout le temps en réunion et finalement on ne travaillait pas tellement plus. Mais bon, Alors, on se rend compte qu'on est plus productif à la maison, mais il faut pouvoir avoir le temps de travailler. Ça peut générer du stress, voilà, c'est la limite émotionnelle. On a vu une augmentation des cas d'anxiété, plus rarement, mais c'est vrai aussi, il faut le dire, de cas d'épuisement de travail, le fameux burn-out. Bien sûr. Donc c'est un vrai sujet et je crois que Nabil je suis sûr que Nabil a des chiffres. Alors Nabil, ces sujets sur les limites émotionnelles, parce que c'est un vrai sujet quand même, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu l'angoisse au départ de savoir est-ce qu'on va pouvoir maintenir l'activité. Puis on a réussi tant bien que mal à maintenir l'activité, qu'on soit prêt ou pas prêt, de toute façon il fallait le faire à ce moment-là. On n'était pas dans le questionnement qu'on a aujourd'hui avec Samuel sur comment est-ce qu'on le construit sur le long terme. Et on s'est retrouvé dans des tunnels de visioconférence ou autres. Et je disais on ne travaillait pas tellement plus, c'est surtout que parfois on était invités, mais nombreux sur des sujets à être observateurs comme on pouvait l'être en réunion physique. Et finalement l'intérêt d'être chez soi pour se concentrer et pour travailler était complètement remis en cause avec tous ces tunnels de réunion. Donc vous avez une étude sur le sujet, sur les limites émotionnelles. Qu'est-ce qu'elle dit des collaborateurs et des limites potentielles du travail hybride mal préparé ou mal organisé? Oui, tout à fait. Regarde, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de chiffres, donc je ne vais pas tous vous les communiquer, mais effectivement, ces réunions hybrides, on sait qu'elles favorisent l'implication des collaborateurs, leur productivité, leur engagement dans l'entreprise. Mais on constate aussi que pour près de 71% d'entre eux, eh bien, ça génère du stress. D'accord. Et que les participants qui sont à distance, eh bien, ils ont effectivement un défi qui est le défi émotionnel, pardon, et il y a aussi une autre partie qui sont les défis techniques. Alors si on parle des défis émotionnels, et là je vais vous partager... Là on parle de ceux qui sont à distance, pas ceux qui sont au bureau. On parle de ceux effectivement qui sont à distance. Alors ceux qui sont à distance, si je vous partage quelques données, pas trop, déjà un salarié sur 3 éprouve des difficultés à se faire entendre, à faire entendre sa voix dans une réunion à distance. Donc ça c'est un premier élément. 1 sur 2 a plus de difficultés aussi à participer en distanciel. Parce que effectivement, je ne suis pas dans une salle de réunion avec mes collègues, je suis derrière mon ordinateur et je suis chez moi. Je n'ai pas tout le non-verbal en plus pour me faire entendre. Effectivement, exactement, je n'ai pas tout le non-verbal, je ne vais pas saisir les apartés, je ne vais pas avoir je n'ai pas le même niveau d'engagement. On voit aussi qu'on a 35% des collaborateurs qui peinent à communiquer avec l'ensemble des participants. On est en virtuel, donc on a des participants physiques dans une salle et moi je suis à distance. Donc pour 35% d'entre eux, c'est aussi une difficulté. Et puis 57% ont du mal à se concentrer aussi. D'accord. Seul chez soi, évidemment, c'est plus compliqué
quand on est autour de la table et qu'on peut échanger en face à face. Donc ça, c'est vraiment les données qui ont trait à la partie émotionnelle. Ce que vous nous dites, en plus, ce qui est amusant, c'est que ça fait écho avec ce qu'on vit tous les jours. Finalement, quand la moitié de la réunion se tient dans un lieu physique et qu'on est nous à distance, et finalement on a l'impression de ne pas pouvoir suivre la moitié des discussions quand elles ne sont pas adressées directement à l'ordinateur qui fait la visio. Je reprends un exemple d'une entreprise qui est mal équipée, hein, mais ou effectivement de ne pas oser prendre la parole parce qu'on aurait dit quelque chose dont on pense que ce n'est pas très important en salle de réunion physique, mais on a l'impression qu'il faut que quand on prend la parole à distance, il faut effectivement que c'est une importance suffisante pour justifier de prendre la parole. Donc oui, on comprend tout à fait les chiffres que vous nous donnez. Et à la fin, est-ce que ça veut dire qu'on est quoi, moins efficace, plus stressé, plus angoissé à l'idée de travailler? Ça génère effectivement plus de stress. Et puis alors, si on en vient aux défis techniques, oui, parce que là, on n'est que sur les sujets émotionnels. Voilà. Donc là, on peut parler un petit peu maintenant des gens qui sont effectivement dans la salle. Donc là, on a des datas assez précises et vous allez voir que la nécessité d'avoir les bons équipements et la bonne technologie dans les salles est très importante. D'accord. Donc quelques données, près de 50% des participants font face déjà à des problématiques de câbles dans les salles. Je pense que beaucoup d'entre nous ça fait écho et les gens qui nous écoutent vécu, se reconnaîtront. On a 58% de personnes qui rencontrent des problématiques de partage de contenu. Donc, vous voyez que c'est quand même un pourcentage assez élevé. Donc, je dois être capable, dans une salle de réunion, de partager facilement mon contenu. Là, pour le coup, près de 58% d'entre eux, ce n'est pas le cas. On a 1 sur 2 qui fait face à une mauvaise connexion audio ou vidéo. Donc là, on en vient au domaine de Jabra et à la nécessité d'avoir une caméra et une barre de son. On a besoin d'être bien entendu et d'être bien vu. Donc ça, c'est très marqué en fait dans notre enquête. Et puis pour 54% d'entre eux, ils font face tout simplement à du matériel défaillant dans les salles de réunion. Donc là, on en est à dire que ça ne fonctionne même pas. Donc vous voyez que ces défis techniques, en fait, il faut que les entreprises les prennent en compte absolument. Je ne sais pas vous, Samuel, mais moi, tout ce que vient de nous dire Nabil, ça me rappelle quand même beaucoup de réunions que j'ai vécues sur les dernières années. Ah oui, on a tous cette expérience-là, c'est clair. Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on fait quand on est une entreprise pour agir sur ces limites émotionnelles ou limites techniques, ou en tout cas de manière plus générale, face aux défis qu'on rencontre sur le sujet travail hybride? Parce que l'objectif, c'est quand même que le collaborateur ou la collaboratrice ait la meilleure expérience possible et du coup, que l'activité de l'entreprise soit la plus performante possible. Alors, Jabra et Barco ne sont pas des sociétés de consulting. Hein, bien sûr. C'est un petit peu compliqué pour nous de... Non, mais vous êtes des experts de certains sujets quand même en matière de travail hybride. C'est pour ça en tout cas, on a un certain nombre de pistes sérieuses qu'on peut évidemment vous partager avec plaisir. Pour ce qui est des défis qui sont liés à la préparation des entreprises, je pense qu'il faut, je pense d'ailleurs, c'est les chiffres qui le montrent, il faut que les entreprises communiquent en interne, qu'elles investissent un maximum de collaborateurs au sein de l'entreprise, il faut que l'information circule librement, il faut pourquoi pas s'aider pour le coup de sociétés dont c'est le métier, des sociétés de consulting, de conseil en la matière. Il faut ne pas hésiter aussi à s'appuyer sur les ressources humaines qui sont disponibles dans l'entreprise pour mettre en place une charte, des guidelines clairs et précis, une charte du télétravail, du travail hybride, dans laquelle tous les employés pourront se reconnaître. Donc une charte qui va définir par exemple combien de jours on travaille chez soi ou au bureau, comment est-ce que ça se passe quand on... Effectivement, peut-être expliquer comment on fait pour qu'une réunion qui se tient à distance ou en présentiel se tienne le mieux possible. Oui, bien sûr. Oui. Pour ce qui est de l'organisation, comme on l'a vu, le travail hybride, c'est pas une balade de champignons. Hein, il y a des vraies implications, il y a des vraies conséquences. Il faut, je pense, libérer le modèle qu'est le modèle un peu traditionnel top-down où il y a des choses qui sont discutées, des décisions qui sont prises en haut lieu et après ça redescend, ça traverse toutes les couches hiérarchiques jusqu'aux employés. Il faut essayer de tendre vers une organisation un peu plus bottom-up où l'information circule plus librement et surtout où on autonomise un petit peu plus le collaborateur. Oui, notamment vous n'avez pas de confiance au début, je trouvais ça intéressant parce que c'est ça que quand on travaille à distance et quand on doit manager à distance, il y a une notion de confiance qui s'instaure peut-être plus que quand on était tous dans le même lieu physique. Disons que par défaut, on va essayer de créditer d'un capital confiance le collaborateur. On va essayer de lui donner une certaine autonomie, notamment dans l'organisation de son temps de travail entre la maison et le bureau. Il faut qu'il puisse organiser d'une manière qui ait du sens pour lui. Et puis, il faut aussi, vous en parliez tout à l'heure, former les managers. Bien sûr. C'est extrêmement important. Dans un mode de gouvernance qui a adopté le travail hybride, les managers doivent pouvoir accompagner différemment leurs collaborateurs. Et le contrôle doit se faire de manière adaptée. Voilà. Donc, il faut mesurer les collaborateurs, non pas sur le temps de travail passé, mais sur un certain nombre de métriques qui sont mesurables, quantifiables, atteignables si possible. Ce qui implique de former les managers
au fait d'attendre des résultats et non pas de regarder la méthode ou effectivement un suivi au quotidien. Et ça, effectivement, c'est une petite révolution pour certaines entreprises. Ah oui, je vous confirme. Nabil Boujri, j'ai envie de vous poser la même question parce que c'est un sujet tellement vaste, il y a tellement de défis pour les entreprises aujourd'hui. Qu'est-ce que vous identifiez comme solution pour répondre à ces différents défis? Et puis surtout, en fait, pour répondre à cette question centrale, c'est comment est-ce que je crée un workspace hybride le plus efficient possible, pour reprendre un terme anglais, pour mes collaborateurs, mais aussi pour l'activité de mon entreprise? Ce développement du travail hybride, il doit amener les entreprises effectivement à une vraie réflexion sur les priorités. D'accord. Et selon nous, les priorités, elles doivent être données aux stratégies du digital et à l'investissement dans des technologies de vidéoconférence et d'outils collaboratifs. Ça, c'est très très important. Et on doit surtout aussi donner un accès égal à la technologie à l'ensemble des participants. D'accord. On revient toujours à cette notion de stimulation en fait, des équipes pour améliorer leur bien-être et leur engagement dans les réunions. Et ce qu'on constate aussi, nous, dans notre enquête, c'est que une personne sur deux nous déclare qu'elle aimerait bien voir son entreprise justement investir beaucoup plus dans le travail hybride et donc dans de bons équipements. Dans les équipements pour les espaces de travail. Améliorer ou en tout cas créer cet environnement de travail hybride. Parce que c'est vrai que ça ressortait un petit peu de ce que vous nous avez déjà expliqué sur les limites émotionnelles, mais on a quand même l'impression qu'il y a une grande différence quand on travaille chez soi ou au bureau. On peut avoir une très bonne expérience chez soi parce qu'en fait, notre entreprise a pris le parti de très bien nous équiper chez soi, en télétravail, peut-être même parfois de nous équiper de sièges ou autre. Mais on se retrouve au bureau, et rien n'a changé. Et en fait, on se rend compte que quand la moitié des collaborateurs sont au bureau, il est très compliqué finalement de tenir la réunion. Ça rejoint ce que vous nous disiez sur les limites émotionnelles. Ou parfois, c'est l'inverse. On considère que vous avez votre téléphone, vous avez votre ordinateur et ça suffit. Donc vous, en fait, ce que vous prenez, ce que je trouve intéressant, c'est ce principe d'équité de collaboration. Alors qu'est-ce que c'est, Nabil Boujri, l'équité de collaboration? L'équité de réunion, on va l'appeler comme ça. C'est ce qui va permettre aux télétravailleurs finalement de vivre la même expérience de réunion que les personnes qui sont dans la salle. D'accord. Donc ça démarre par l'accès à la réunion évidemment, par la collaboration pendant la réunion et par l'engagement qu'on a dans cette réunion-là. Donc c'est assez simple. Et cette équité ou cette égalité, elle va contribuer à favoriser l'implication des collaborateurs avec des réunions qui vont être beaucoup plus inclusives en fait. D'accord. Et ça c'est le critère le plus important. Donc chaque participant doit être valorisé et doit être sur un niveau d'égalité. On ne doit pas avoir de dégradation dans l'expérience pour les participants qui sont à distance. Et ça passe par des équipements et des technologies ou aussi par une façon de mener peut-être les réunions un peu différentes? Alors ça doit passer par avoir les bonnes technologies effectivement. Et la bonne façon effectivement de l'utiliser. Et on revient sur la charte, ou en tout cas le guide dont parlait Samuel Chimcharian tout à l'heure. Retour peut-être sur les limites émotionnelles. Alors, on en a beaucoup parlé avec vous, Nabil. Peut-être Samuel, un mot, vous, sur la façon dont vous voyez les choses chez Jabra sur ces limites émotionnelles, notamment dans les limites émotionnelles. Il y avait les limites techniques pouvaient créer des limites émotionnelles, notamment sur le fait de ne pas entendre, donc du coup d'avoir l'impression de ne pas être entendu. J'irais même jusqu'à dire parfois avoir l'impression de servir à rien dans la réunion parce qu'on n'a pas réussi finalement à prendre la place qu'on aurait pu avoir si jamais on était physiquement dans la réunion. Comment est-ce qu'on peut agir sur ces limites émotionnelles? Nabil en parlait très justement tout à l'heure. Il y a ces fameuses limites techniques aussi qui peuvent générer beaucoup de stress. C'est une vaste question. Nous, chez Jabra, on a tendance à la traiter par le prisme du device et surtout de l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur aujourd'hui est clairement primordiale. Avoir le bon équipement, alors chez Jabra, savoir le bon casque, le bon speaker ou une caméra d'excellente qualité, ça va permettre de bien se faire entendre, de bien entendre. C'est tout de suite beaucoup de stress en moins. C'est la raison pour laquelle nous, chez Jabra, on discute avec Barco et on discute avec l'ensemble des éditeurs de solutions de collaboration pour amener une réponse qui soit, j'ai envie de dire, une et indivisible, pour apporter la meilleure expérience utilisateur possible et faire en sorte que ça marche sans couture. Voilà. Oui, parce que vous nous le disiez tout à l'heure, donc Jabra, vous êtes plus sur le son. Barco, vous aujourd'hui sur la vidéo aussi. Aujourd'hui sur la vidéo aussi. Barco, vous étiez sur la collaboration, mais aussi sur la vidéo. D'accord. Tout le monde se retrouve sur la vidéo, en tout cas. C'est ça. Voilà. Vous parlez de vidéo, il y a justement cette question de la vidéo qui est extrêmement importante aussi. Il faut la généraliser de plus en plus. Alors je ne sais plus si c'est vous, Nicolas, ou toi, Nabil, qui parlez de ça, mais la communication non verbale est extrêmement importante. Bien sûr. Ça permet de fluidifier les interactions. Et je crois que c'est une étude de Zoom aussi qui disait que utiliser une vidéo, et surtout une vidéo de qualité premium, ça fait une très nette différence. Ça permet de fluidifier les interactions et ça augmente, ça limite le stress et ça augmente la productivité de 40%. C'est un chiffre qui est quand même extrêmement significatif. Donc voilà,
utilisons la vidéo avec les bons outils pour plus d'inclusion, pour plus d'équité et pour permettre de ne laisser personne sur le chemin. Donc, préconisation, allumez votre caméra quand on fait une réunion, quoi, parce qu'on voit voit de plus de... Oui, c'est la base. Ah d'accord, c'est la base, oui, c'est d'accord. C'est mieux. C'est mieux. Toujours vous, Samuel. Donc là, on a beaucoup parlé des outils. Donc on a répondu aux défis avec des outils, alors des outils qui sont des outils technologiques, mais parfois aussi effectivement une charte, un guide ou autre, ou parfois de la communication, des outils de communication. La gouvernance, le top management de l'entreprise, vous l'avez un peu dit en introduction, mais c'est intéressant de revenir dessus. Ils doivent s'adapter à cette nouvelle façon de travailler en entreprise. Alors oui, c'est tout à fait le cas. On a vu la manière dont l'adoption du travail hybride pouvait avoir des conséquences profondes sur le mode de gouvernance et sur l'organisation de l'entreprise. Mais chez Jabra, ce qu'on préconise quand on souhaite adopter le travail hybride, c'est de penser tout de suite aux équipements et surtout de faire en sorte que les décideurs prennent toute la mesure de l'importance de ces équipements, justement pour éviter les problématiques d'appauvrissement de l'expérience utilisateur. Et il faut que dès le départ, on puisse mettre à disposition des collaborateurs, qu'ils soient à la maison ou au bureau, quel que soit leur profil, des outils qui soient parfaitement adaptés, qui soient certifiés. En ce qui concerne les outils de collaboration, le fameux BIOD, le Bring Your Own Device, où on laisse les collaborateurs s'équiper de leur côté, selon leur bon vouloir, selon leur budget aussi, ça montre très rapidement des limites, puisqu'en fait, on va avoir une très grande disparité dans la qualité et la certification surtout des outils qui vont être utilisés, des casques, des speakers, des caméras, etc. Et clairement, on va revenir dans cette expérience qu'on a tous eue, où on est gêné, on a du mal à comprendre dans une réunion parce qu'il y a du bruit, le collègue qui prépare son café ou la personne qui va partager le bruit environnant de l'open space, ça nivelle vers le bas la qualité de la réunion. Et voilà, c'est la raison pour laquelle l'entreprise doit vraiment prendre toute la mesure de ses équipements et gérer elle-même la mise à disposition des outils. Alors justement, vous avez mentionné le BIOD, Bring Your Own Device. Moi, j'entends presque les gens qui nous écoutent nous dire « bah oui, mais moi c'est un vrai sujet aujourd'hui, le BIOD, c'est ce que veulent mes collaborateurs ». Alors on parle de Bring Your Own Device, on parle de BIOM aussi, Nabil Bougerie, ça c'est Bring Your Own Meeting. Bring Your Own Meeting, tout à fait. Bring Your Own Meeting, donc qui revient à peu près au même, c'est simplement en fait l'outil avec la réunion avec. Donc ça, effectivement, c'est peut-être pas préconisé, mais c'est un enjeu de la DSI aujourd'hui. Ça va faire évoluer encore la façon dont on va appréhender ce workspace hybride, Nabil Bougerie ? Oui, Nicolas, tout à fait. Enfin, c'est déjà le cas. Donc, le principe du BIOM, c'est effectivement la possibilité pour les entreprises de transformer une salle de réunion, un espace de travail, un espace de collaboratif, en un espace de vidéoconférence sans fil, en utilisant son ordinateur portable de façon très très simple, qui va être connecté à un device comme la Panacast 50 de Jabra pour pouvoir avoir le bon son et la bonne image, et qui va pouvoir être utilisé avec n'importe quelle plateforme de conférence. Donc on a une solution qui est très agnostique, qui est très simple à utiliser et qui va vraiment favoriser la collaboration entre les personnes. D'accord, donc on n'est pas, je ne suis pas en train d'amener un outil personnel dans un milieu professionnel, j'utilise un outil professionnel, mais qui va me permettre de me balader avec ma réunion, si je puis dire, et d'aller dans une salle de réunion ou au contraire isolé quelque part, mais de pouvoir embarquer ma réunion avec moi. C'est ça qu'il faut comprendre de ce que vous venez de me dire. C'est exactement ça. Alors, j'en ai pas parlé, mais effectivement, le BIOM, il va permettre aussi d'uniformiser finalement l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que votre ordinateur, il est avec vous, effectivement, donc que vous soyez dans une huddle room, dans une salle de réunion, dans un espace collaboratif, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser. D'accord. Donc, c'est vraiment une solution qui est très, très simple à mettre en œuvre. D'où l'intérêt de s'équiper effectivement dès le début lorsqu'on réfléchit à sa stratégie de workspace hybride. Toujours avec vous, Nabil, on va peut-être commencer par vous. J'ai envie de parler d'évolution un peu parce que c'est un peu la question que se pose tout le monde aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 2 ans d'urgence. Voilà, donc là, il a fallu équiper, plus ou moins bien, mais en tout cas pour maintenir une activité au sein des entreprises. Maintenant, on réfléchit à beaucoup plus long terme. On essaye de comprendre comment on va construire un workspace hybride sur au moins les 10 prochaines années, même si parfois 10 ans, ça peut être long en matière de stratégie. Comment est-ce que vous, Nabil Bougerie, vous pensez que le workspace hybride va évoluer, ou comment est-ce que Barco pense que le workspace hybride va évoluer, et qu'est-ce qui pourrait justifier, si on devait poser un jalon aujourd'hui au sein d'une DSI, un jalon qui se maintiendrait dans le temps pour face à cette évolution du workspace hybride? Question complexe. Question complexe. Je vais essayer de faire une réponse courte et simple. Je pense que les DSI sont déjà bien engagés en fait dans cette voie. Bon, globalement, ce qu'on voit, c'est la disparition des bureaux individuels
et puis la multiplication des espaces collaboratifs et des espaces de travail ouverts ou semi-ouverts. Et bien entendu, des salles de réunion qui continuent à être importantes. Donc l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de donner le maximum de flexibilité aux collaborateurs, tout simplement. Maximum de flexibilité aux collaborateurs. Samuel Chimcherian, même question. Comment est-ce que vous pensez ou comment est-ce que Jabra voit le workspace hybride évoluer? Globalement, on voit les mêmes choses que Barco. D'accord. Vous êtes quand même assez en phase depuis le début. C'est la raison pour laquelle on s'entend bien. Oui, c'est ça. Pourquoi vous êtes ensemble sur ce plateau? Exactement. Non, si je devais ajouter quelque chose, je dirais que chez Jabra, on voit de plus en plus de demandes d'ajout d'intelligence artificielle dans les interactions, dans les échanges. On parle de plus en plus de smart building, j'imagine que c'est un vaste sujet chez Barco aussi. L'intelligence du bâtiment, l'autonomisation du bâtiment qui va inclure un certain nombre de process dans les interactions des employés, qu'elles soient à distance ou qu'elles soient sur place. En tout cas, nous, on essaie d'aller dans ce sens-là, on essaie d'agrémenter nos solutions de fonctionnalités innovantes et qui s'inspirent justement de cette fameuse intelligence artificielle et qui utilisent même concrètement de l'intelligence artificielle. Nabil mentionnait la Panacast 50, c'est un produit c'est une caméra qui est capable de reconnaître les visages humains, qui va adapter le champ de vision en fonction du nombre de visages humains qu'elle détecte en face de la caméra, même avec un masque, c'est important de le dire. Bien sûr. On va être capable, par exemple, dans une salle, de déterminer un nombre maximum de participants pour respecter la distanciation sociale. Si une personne supplémentaire rentre, la caméra va le savoir, elle va envoyer pourquoi pas une alerte aux personnes qui sont responsables de la gestion des salles de conférence. Voilà, on essaie d'aller le plus loin possible justement dans l'addition de différentes couches de fonctionnalités, d'enrichissement par l'intelligence artificielle. Je crois qu'on a tout dit sur ce sujet de workspace hybride. Un mot peut-être de conclusion, Nabil, on a évoqué tous les sujets? Je pense qu'on a évoqué effectivement tous les sujets. Enfin, en conclusion de mon côté, alors pour quand même compléter ce que vient de dire Samuel, c'est très intéressant, effectivement, on a toutes les fonctionnalités et tous les bénéfices qu'on peut avoir avec la Panacast 50 qui viennent vraiment être complétés justement par tous les outils collaboratifs qu'on apporte avec le ClickShare Conférence. C'est vraiment cette combinaison entre les deux solutions qui permet justement d'apporter cette fluidité dans la collaboration entre les gens. Donc pour nous, en conclusion, côté Barco, écoutez, on a effectivement une enquête qui est disponible sur l'équité des réunions. Donc je vous invite à télécharger, qui sera disponible, je crois, sur le site, j'imagine, de Bechley ou d'Inmark. Et puis, on a beaucoup parlé de la solution. Le mieux étant évidemment de l'essayer. On a toujours ce programme d'essai gratuit pendant 1 mois à destination des clients finaux, qui est disponible au travers d'Inmark, de Bechley sur leur site. Donc on vous invite vraiment à les solliciter et à essayer la solution. Bon, alors puisqu'on est rentré dans une partie peut-être un peu plus commerciale, Samuel Chimcherian, peut-être un mot également pour conclure? Non, on continue effectivement de collaborer, de travailler ensemble pour proposer des... De manière hybride? Évidemment. Bien sûr. On était en call vidéo au moins 3 fois déjà depuis le début de la semaine. Donc non, on continue bien entendu à collaborer pour proposer des solutions, encore une fois, qui soient parfaitement homogénéisées et qui apportent la meilleure réponse pour les utilisateurs. On fait partie effectivement de ce programme Try and Buy que mentionnait Nabil à l'instant, qui est disponible aussi sur le site d'Inmark et plus globalement du groupe Bechley. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Je crois qu'on a fait le tour sur le sujet du travail hybride, en tout cas vu par Barco et Jabra. Merci messieurs. Merci Nicolas. Merci donc Nabil Bougeri. Merci Inmac et le groupe Bechley. Merci donc Nabil Bougeri, directeur commercial chez Barco. Merci Samuel Chimcherian, responsable des alliances pour l'Europe du Sud chez Jabra. Et merci à vous d'avoir suivi ce webinaire lors du rendez-vous des décideurs IT.